Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 1er mars 2023. Dans les actualités de ce jour, l'opération caravane médicale Sarbidniek organisée par l'association Fiti de la Première Dame Mial Razouel avec le ministère de la Santé publique et les partenaires a été dans la commune d'Atankat-Gabé-Masouanj où aujourd'hui 35 stands y ont été installés pour apporter des services de soins à la population dans le district d'Antimjan. Cette opération de caravane médicale Sarbidniek entre dans le cadre de la célébration du 8 mars. C'est un reportage de Radraman Zatouf et Secha Rangenas. Troisième jour de la caravane médicale Sarbidniek, initiée par l'association Fiti de la Première Dame Mial Razouel avec le ministère de la Santé publique et les partenaires. Les services de santé ont été au chevet de la population d'Adan-Katsak, commune de Bémasouanj, dans le district d'Antimjan aujourd'hui, dans le cadre de la caravane médicale Sarbidniek. 35 stands ont été mis en place au stade d'Adan-Katsak pour offrir divers soins gratuits aux habitants. Parmi ceux-là, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage n'intéresse pas les femmes en général, selon cette sage-femme. Un des facteurs qui empêche les femmes de le faire est le manque de moyens, car au quotidien, le coût de ce dépistage est de 25 000 ariars auprès des hôpitaux. Il est pourtant important de se faire dépister afin d'éviter cette maladie, selon cette sage-femme. Tous les dépistages sont gratuits durant cette opération de caravane médicale et bon nombre de femmes et de jeunes filles sont venues se faire dépister. Cette mère de famille devait se faire dépister au mois de novembre de l'année dernière, mais faute de moyens, elle n'a pas pu le faire qu'aujourd'hui grâce à cette caravane médicale. Outre les services de santé, il y a également la prise en charge des personnes victimes de violences, mais aussi des sensibilisations dans ce cadre avec la police nationale. Après le district d'Antimjan, la caravane médicale passera dans le premier arrondissement demain. Le stade de Malakam Antanmain accueillera cette opération caravane médicale Sarbidniek organisée par l'association Fiti de la Première Dame Mial Razouel avec le ministère de la Santé publique et les partenaires. Parlons toujours santé face à la demande du personnel des CTC durant les périodes de Covid-19 selon laquelle ils doivent être recrutés en tant que fonctionnaires. Le directeur des ressources humaines au sein du ministère de la Santé publique a affirmé que les procédures pour cela sont déjà en cours. Ces procédures ont été déjà entamées. Néanmoins, ils doivent se faire par vagues selon les explications. Dans la foulée, il a souligné que le ministère de la Santé public est toujours ouvert aux discussions. Dans les actualités de ce jour également, en raison de la présence de résidus de la perturbation tropicale Freddy dans la partie sud du canal de Mozambique, il y aura davantage de fortes pluies généralisées à partir du vendredi 3 mars jusqu'au lundi 6 mars selon Météo Madagascar. En conséquence, certaines régions sont placées en alerte de vigilance, en particulier dans les parties sud, sud-ouest et sud-est de l'île. Malgré cela, les chances de réintensification de Freddy sont très faible selon toujours le service de la météorologie, selon ce reportage de Yubi Rassamanana. La région Atsimonjefen est placée en alerte jaune en raison des fortes pluies causées par les résidus de la perturbation tropicale Freddy dans la partie sud du canal de Mozambique durant le vendredi 3 mars jusqu'au lundi 6 mars selon les informations transmises par le service météorologique. Ces résidus sont prévus traverser la partie sud de Madagascar. Et quant à ces régions, notamment Bouwen, Iurbe, Anjoui, Anos, Atimotnanan, Vatvav, Fitfnan, les arrondissements de Bessalampi, Metran, Ansalouv, Mourafenbe, Belmtirbin, Morundav, Mans, Analalav, Antsoui et Port-Berger, elles sont placées en alerte verte selon toujours les informations. Ces restes de nuages laissés par le cyclone Freddy donneront également un coup de fouet aux orages partout dans le pays. Mais malgré cela, les chances de réintensification de Freddy sont très faibles selon les informations. Toutefois, sa progression sera suivie de près. Par conséquent, les résidents des zones vulnérables et sujettes aux inondations sont encouragés à être prudents et à suivre les instructions données par les autorités afin de prévenir d'éventuels dangers.
Dans les actualités sociales, l'État avance dans les solutions concernant les phénomènes de Bukrovch, les archives des cadastres qui sont déchirées, voire complètement détériorées. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers est en train de préparer un décret d'application de la loi concernant ce phénomène, si cette loi a été déjà validée par l'Assemblée nationale. Cette loi solutionnera en général les problèmes liés aux litiges fonciers, selon le ministre aujourd'hui. Afin d'apporter ce décret d'application au sein du Conseil du gouvernement et du Conseil des ministres, une séance de travail entre le ministère et les acteurs dans le domaine du foncier a eu lieu aujourd'hui pour peaufiner les détails de ce projet de décret. Reportage d'Aniana Martina Inzaranjansu. Le service foncier existe depuis 127 ans à Madagascar. Il est tout à fait normal que les documents cadastraux et autres sur le foncier soient déchirés et usés, voire complètement détruits. Ce phénomène est appelé Bukrovch et est à l'origine de diverses pratiques corruptives, des conflits et des différends au sein de la population, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers aujourd'hui. Un projet de loi concernant ce phénomène de Bukrovch a déjà été validé par l'Assemblée nationale. Mais cela est resté une loi mais n'a jamais été appliqué, selon toujours les explications du ministre. De ce fait, un décret d'application a été mis en œuvre, une séance de travail entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers avec la participation des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur foncier à Madagascar a eu lieu aujourd'hui. L'État entrera dans la concrétisation des solutions qui ont été proposées concernant ce phénomène de Bukrovch après la validation de ce décret d'application. Une des solutions qui ont été proposées pour solutionner ce problème de Bukrovch est l'utilisation du numérique selon le ministre aujourd'hui. Divers projets ont été déjà mis en œuvre et qui ont déjà reçu un financement de 5 millions de dollars selon le ministre. Dans la page politique de ce soir, le développement est palpable dans le district de Betaf et notre souhait est que les travaux qui mènent au développement se poursuivent selon les déclarations des maires et des députés élus dans cette localité. Selon toujours ces derniers, la candidature du président de la République, Andry Rajoelina, aux prochaines élections est une garantie pour la poursuite de ces travaux de développement. Les détails avec Cécile Vin. L'une des preuves tangibles du développement en marche dans le district de Betaf est l'existence d'un stade Manara Bench. Le gouvernement actuel a travaillé et réalisé de nombreux projets, ont déclaré les maires et le député élu dans cette localité. Le président a tenu parole selon leurs explications, affirmant qu'aucun district de Madagascar ne sera oublié par les travaux de développement. Il est incontournable de poursuivre les travaux de développement dans le district de Betaf. Le seul moyen d'y parvenir est la candidature du président de la République, Andry Rajoelina, aux prochaines élections, a déclaré le Dr Lou Vafiarouven, député IRD de Betaf. Nous sommes prêts à voter pour le président de la République actuelle lors de l'élection présidentielle qui se tiendra cette année, afin que se poursuivent les travaux de développement, dont les résultats sont déjà palpables. L'une des attentes des maires est la réhabilitation des routes qui relient les communes dans ce district. Et le district de Betaf dans la région du Vaknakaraj compte 18 communes. Et le vice-président de l'Association des natifs de la province de Fianarantsoa a appelé aujourd'hui les membres à veiller à l'unité de l'association tout en respectant les différences entre les membres. Ces derniers doivent préserver les valeurs de cette province constituée de 6 régions. L'amitié, la paix et la tolérance sont les principes de cette organisation dont les membres ne doivent pas être divisés malgré les opinions différentes, a déclaré le vice-président de Fisafafi aujourd'hui. Dans les actualités internationales de ce soir, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a été déclaré vainqueur aujourd'hui de l'élection présidentielle au Nigeria à l'issue d'un scrutin déjà contesté par l'opposition qui avait fait naître un immense espoir de changement dans le pays le plus peuplé d'Afrique. France 24. Ces scènes de liesse ont duré jusqu'au bout de la nuit au siège du parti de Bola Tinubu. Le candidat du Congrès des progressistes, le parti présidentiel, est officiellement le nouveau chef d'État du Nigeria. L'ancien gouverneur de Lagos, 70 ans, a réuni un peu moins de 9 millions des voix dans l'élection la plus indécise de l'histoire du pays. Le navire ne coule pas. Il ne dépérit pas. Nous nous ancrons avec le président élu, Bola Ahmed Tinubu.
la fin d'un véritable imbroglio électoral et de longues heures d'attente. Bola Tinubu est élu plus de 3 jours après la fin du scrutin, entaché par ce décompte des votes très lent et par des défaillances dans le transfert des votes électroniques. Avant même l'officialisation des résultats, l'opposition dénonçait un simulacre d'élection. Cette élection n'est pas vraiment juste et crédible et est déjà compromise. Il est évident pour tous les Nigérians que cette élection est déjà compromise. Des accusations rejetées par la commission électorale. Désormais président, Bola Tinubu a de nouveaux défis dans un pays en proie aux pénuries d'argent liquide, de carburant et qui fait face à une recrudescence de la menace djihadiste. Et les rebelles du mouvement du 23 mars ou M23 continuent de progresser et de s'emparer des territoires congolais en province de Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. France 24 nous en dit plus. Depuis plusieurs jours, le flot est continu. Des femmes et des enfants portant des jerrycans pour chercher l'eau. D'autres, des matelas et des articles plus volumineux. Quelques jours après la prise de la localité de Mushaki dans l'est de la RDC par les rebelles du M23, des centaines de personnes continuent d'affluer vers Goma. Nous sommes venus de Saké. Nous fuyons à cause de la guerre menée par le M23 dont nous souffrons tous. Nous sommes venus ici afin de sauver notre peau. Nous avons vu les rebelles s'emparer de toutes les collines autour de Saké, comme Kingi, Luonga, Malé et Kaumba. L'ennemi contrôle maintenant ces zones, donc nous sommes partis. Saké se situe à une vingtaine de kilomètres de Goma, sur la route entre Mushaki, la localité prise la semaine dernière, et la capitale provinciale. Cette dernière abrite déjà des dizaines de milliers de personnes déplacées par ce conflit qui ravage l'est de la RDC depuis 2021. La localité de Saké est clé pour l'approvisionnement de Goma, ville qui jouxte le Rwanda. Alors que les rebelles continuent de progresser dans la région, s'emparant de zones agricoles et coupant les axes de ravitaillement, les prix des produits de base se sont envolés à Goma. La situation est encore plus critique dans les localités isolées. Lundi, l'ONU a annoncé la suspension des vols humanitaires dans l'est du Congo. Une annonce qui intervient alors qu'un hélicoptère du Programme alimentaire mondial a essuyé des tirs non loin de Goma vendredi dernier. Et pour terminer ce journal, dans le sous-sol d'un immeuble d'habitation de Bakhmout, un des points les plus chauds du front oriental en Ukraine, Fox avoue ne pas savoir combien de temps ses frères d'armes pourront encore tenir cette ville face à la poussée des troupes russes. Les forces de Moscou tentent de s'emparer de cette cité industrielle depuis l'été, transformant Bakhmout en théâtre d'affrontements particulièrement meurtriers. Le commandement militaire ukrainien a reconnu hier que la situation y ait été extrêmement difficile. France 24 toujours. Des ambulances calcinées, des murs noircis par les explosions et criblés d'impacts de balles, Bakhmout porte les stigmates des combats acharnés dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe tente de s'emparer de cette cité industrielle depuis l'été, épaulée par la milice Wagner qui continue sa percée dans le Donbass. Sous la pression ennemie, ses soldats sont à cran et avouent ne pas savoir combien de temps ils pourront encore tenir. On peut dire que chaque maison et chaque rue est couverte de notre sang. Notre artillerie ne parvient pas à étouffer leur artillerie. Nous manquons de munitions, nous manquons de drones professionnels qui pourraient effectuer des reconnaissances, savoir où se trouve leur matériel et leur artillerie. Ils ont le sentiment d'être en impunité. 80% de la ville est déjà rasée. Depuis cette cave servant de camp de base, ce soldat opère un drone. Pour la première fois, l'un d'entre eux s'est écrasé dans la région de Moscou, abattu par l'armée. Ce tireur d'obus de mortier reste optimiste, malgré la situation très tendue sur le terrain. Bakhmout, la Crimée, tout sera à nous. Donnez-nous juste quelque chose pour tirer et montrez-nous où tirer. Signe de la tension qui règne à Bakhmout, les évacuations de civils se multiplient et sont désormais prises en charge directement par l'armée. 5000 personnes vivent toujours ici, dans le froid et sous les bombardements permanents.
Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Très bonne suite de programmes et très bonne continuation sur